Chez Inéad Conseil. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Jurassic Park. Alors, c'est un film que j'adore. Quand il est sorti en 1993, j'étais encore tout jeune. Donc, à l'époque, j'allais au cinéma le week-end avec mes parents. Et puis, pour savoir dans quel ciné passait le film, quelle était la durée, les horaires, etc., on allait chez le bon vieux marchand de journaux. Alors, du coup, mes parents devaient se taper un aller-retour chez le marchand de journaux. Le plus rapide, c'était la voiture. Le temps d'y aller, d'acheter la voie du Nord, de revenir, il y en avait à peu près pour 20 minutes, et ça coûtait à peu près 5 francs. Alors 22 ans plus tard, le web a beaucoup changé, on est tous connectés. Moi je suis toujours fan de cinéma, donc tous les mercredis j'ai mon petit rituel. Je vais voir sur mon site préféré, je vais bien vérifier que les films qui m'intéressent passent dans mes cinémas, je vais voir les horaires, etc. Surtout je vais bien vérifier que les films passent en VO, ça c'est un peu mon truc à moi. Avec mon navigateur, je fais une vingtaine d'allers-retours avec le serveur. J'utilise bien entendu Internet et ça me prend à peu près 1 seconde sur desktop pour quasiment rien, si on met à part mon forfait. Alors, on pourrait croire que le web, c'est quand même vachement mieux que le marchand de journaux. C'est pas aussi simple que ça. En réalité, quand mes parents ont voulu retourner au cinéma la même semaine que Jurassic Park, ils n'ont pas eu besoin de retourner chez le marchand de journaux. Ils connaissent la règle métier qui veut que des horaires de ciné, erratum à part, c'est valide jusqu'au mardi soir prochain. Du coup, l'accès à l'information est instantané parce qu'en fait, le journal est déjà à la maison, donc on a déjà les informations. Il suffit de le consulter. Alors ça, c'était la belle époque, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je retourne voir les horaires après les avoir vus le mercredi, mon navigateur, il fait plein de requêtes. Allez, c'est parti, je fais des allers-retours avec le serveur. Il fait ça pour récupérer les mêmes données que j'ai déjà consultées. Et sur mobile, c'est encore pire. En fait, il y a différentes couches avant même d'arriver à l'HTTP. Il y a toute la partie avec l'antenne en 4G ou autre, tout ce qui est DNS, etc. Et même avec les bons headers côté serveur, d'expiration, de cache, mon navigateur a besoin d'une connexion pour m'afficher des informations que j'ai déjà vues. Alors moi, je considère que c'est un bug. En fait, c'est exactement comme si je devais retourner chez le marchand de journaux pour aller racheter la voie du Nord ou juste vérifier si les horaires sont toujours bons. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, c'est bon, je suis toujours connecté, donc ça va bien se passer. Alors là, j'en profite pour boire un peu d'eau. Donc, il y en a à qui ça manque Trombine sur Office, non? Ouais. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Tous ceux qui me disent ouais, c'est bon, je suis tout le temps connecté, je leur dis ok, moi j'ai la 4G sur mon Nexus 5, j'ai la fibre dans mon appart, il n'y a pas de souci. Mais la vraie vie, c'est pas juste connexion à fond les ballons versus mode avion, quoi. C'est quand j'ai pas de connexion, c'est simple. Je le sais tout de suite et mon navigateur, mon mobile, ils me disent tout de suite t'as pas de connexion, débrouille-toi, c'est comme ça, c'est simple. Par contre, quand j'ai du signal et qu'ils me disent yeah, t'as du signal, moi je leur fais plus confiance. Parce qu'en fait, ils n'ont aucun moyen de savoir si, au-delà du fait d'avoir un peu de signal et autres, je vais pouvoir accéder rapidement au site web qui m'intéresse. Et il y a trop de cas où on subit en fait la connectivité qu'on a. Moi, j'ai un cas qui m'arrive assez régulièrement. Ma copine n'a pas Internet chez elle. Du coup, quand j'explose mon forfait 4G, mon opérateur me dit « Hey, t'as la 4G !» Il m'affiche 4G sur mon mobile, sauf qu'en fait, c'est retour au 56K et c'est un peu la galère, quoi. Le cas classique, et ça vous est forcément tous déjà arrivé, vous êtes dans un bar, genre sous-sol, et vous avez besoin de Wikipédia pour prouver que vous avez raison. C'est vital. Et en fait, vous avez peu de signal, donc faut être patient et tout, c'est vraiment désagréable. Le dernier truc qui m'énerve vraiment, c'est quand je veux lire mes flux RSS et que la seule place de libre, c'est celle qui capte pas bien la borne Wi-Fi. Et rigolez, mais ça vous est tous déjà arrivé. En fait, moi, j'ai plutôt ce que j'appelle un forfait presque Internet. Un forfait presque tout en rapide. Et ce forfait, nous l'avons tous. Nous l'avons tous, nous, développeurs, mais aussi les utilisateurs des applications web sur lesquelles on travaille tous les jours. Ils n'ont pas tous la 4G ou la fibre, ils vivent parfois dans des pays
ou des régions où ça n'existe pas encore. Et même quand ils sont entourés de 4G sur leur forfait perso, ils sont dans des conditions de travail avec une connexion filaire moyenne ou un Wi-Fi complètement instable. Donc nos utilisateurs, ils font vraiment trop souvent face à des pages blanches qui mettent une plombe à charger. Ça, c'est un site web qui charge. Et, ou pire encore, c'est retour vraiment à Jurassic Park, c'est t'as pas de connexion du tout. Donc pour remédier à tout ça, il faut appliquer un pattern qui s'appelle le offline first. Donc l'idée, c'est pas du tout de se concentrer sur les gens qui n'ont pas du tout Internet, c'est de se focaliser, c'est plutôt d'afficher le maximum d'informations à l'écran avant d'avoir besoin du réseau. En fait, il faut considérer que tout le monde a un forfait presque Internet et que la connexion est une fonctionnalité, tout comme le touch, le GPS, la webcam. Elle n'est pas dispo, je fais sans. Alors, les principaux objectifs du offline first, c'est d'aller soulager l'utilisateur, d'aller soulager sa batterie, son forfait de données. Il y a des pays où ça coûte beaucoup plus cher que chez nous. Et aussi vos serveurs, votre bande passante et vos infrastructures. En fait. Alors, historiquement, le web utilise différentes couches de cache, essentiellement dans des proxys, des serveurs, etc. Mais le navigateur n'a aucun moyen de nous aider à créer, ou n'avait aucun moyen, de nous aider à créer une vraie expérience offline first. Et on en est arrivé à croire qu'en fait, sur mobile, un développement natif est préférable à un développement web, parce que, pour des raisons de connectivité, mais pas que, aussi parce qu'on n'a pas accès à tout ce qui est push et notification, tout ce qui est intégration avec l'OS, et le problème le plus classique, c'est les performances. Alors, c'est pas parce que le natif peut bien faire qu'il le fait tout le temps. Aimant beaucoup regarder les horaires de cinéma, je peux vous avouer que ça arrive très souvent. Bon, là, je suis en mode avion, mais quand j'ai pas de connexion, faire un aller-retour, ça me rend assez ouf, surtout sur une appli native. Il y a pas mal de contre-exemples sur des applis que j'utilise quand même tous les jours, peut-être vous aussi. Par contre, il y a aussi des bons exemples. Un très bon exemple en matière de offline first, c'est Twitter. Vous arrivez, il vous sert directement les tweets que vous aviez la dernière fois. Pendant ce temps-là, il va voir le serveur, il fait « Hey, t'as des nouveaux tweets ou pas ?» et tout. Soit il y arrive et tant mieux, il vous les propose, sans perturber le scroll, c'est hyper important. Soit il n'y arrive pas du tout, et puis bah, c'est pas grave, vous avez les tweets de la dernière fois, et de toute façon, il ne peut pas faire de magie, quoi. Alors depuis 2009, on peut essayer d'aborder le offline first sur une appli web avec une technologie qui s'appelle l'App Cache. Alors c'est un standard qui fait partie de la spec HTML5 et qui est aujourd'hui supporté sur la plupart des navigateurs modernes et quasiment tous les navigateurs mobiles. Alors comment ça marche? En gros, vous référencez un fichier manifeste dans votre fichier HTML, dans la balise HTML, et dans ce fichier manifeste, vous mettez un header cache manifeste. Juste en dessous, vous mettez une petite version, on verra pourquoi après. Et après, il y a trois sections. Il y a une section de cache, vous allez lister tous les fichiers dont vous avez tout le temps besoin. Une section network, où vous allez lister les URL qui ont forcément besoin du réseau. Si vous ne mettez pas étoile, il part du principe qu'il ne va jamais pouvoir aller sur le réseau pour les autres fichiers que ceux qui sont listés au-dessus. Donc par défaut, tu mets l'app cache. Si tu ne mets pas étoile, ça ne marche pas. C'est un truc de ouf. Et la dernière section, c'est le fallback. Il va essayer d'aller sur le réseau pour afficher liste. S'il n'y arrive pas, il avait déjà téléchargé No Connection et il vous servira ça à la place. Alors au premier chargement, le navigateur il met tous les fichiers nécessaires dans l'app cache, il vous les affiche en même temps dans la page et tout va bien. Au chargement suivant, il vous sert directement ce qu'il y a dans l'app cache. Donc là, c'est trop cool. On n'a pas eu besoin du réseau et on a directement les infos, c'est vraiment instantané. Par contre, il fait ça aussi si vous avez une connexion Internet. Il s'en fout complètement. Du coup, s'il n'appelle plus le réseau, comment on va pouvoir mettre à jour des choses et qu'ils viennent nous appeler pour vérifier si on n'a pas des nouveaux trucs? En fait, quand il vous sert directement ces données dans le navigateur, pendant ce temps-là, il va voir côté réseau, est-ce que le manifeste a changé? Donc si vous avez mis à jour votre CSS, il s'en fout royalement, il va juste se focaliser, est-ce que tu as changé le manifeste? Et c'est exactement pour ça qu'on met une version à la main en haut du manifeste, c'est pour dire, bon, j'ai changé un CSS, du coup, je vais incrémenter ma version dans mon manifeste, comme ça le navigateur il va savoir qu'il y a un nouveau truc.
depuis plusieurs années, on commence à utiliser des outils qui génèrent le manifeste et qui rajoutent des petits hash en fonction de ce qui a changé dans les fichiers, soit dans le nom directement du fichier, soit sous forme de commentaires. Alors du coup, le serveur, il envoie la nouvelle version, il fait « Eh oui, j'ai un nouveau manifeste ». Et du coup, le navigateur, il fait « Ok, alors je jette tout ce qu'il y avait avant et je retélécharge la terre entière ». Et pendant qu'il télécharge la terre entière, il met tout dans son app cache et il vous laisse comme un gros idiot avec la version 1 dans votre page. Il vous a servi la version 1, pendant ce temps-là, il prend la nouvelle version et c'est fini. Donc ça, au départ, on se dit, mais c'est n'importe quoi ce truc-là. En fait, c'est un peu logique. Si vous êtes en train de lire un paragraphe de texte, éditer un formulaire sur la version 1, et qui vous fout la version 2 dans la figure, c'est pas top comme expérience utilisateur. Donc vous avez la possibilité, du côté de votre page, d'écouter un événement qui s'appelle Update Ready, et que vous allez recevoir à chaque fois que vous avez une nouvelle version de l'app cache. Donc là, par exemple, on fait un bon vieux confirme et on recharge la page si l'utilisateur est d'accord. Alors l'app cache, c'est très déclaratif. Du coup, c'est impossible de lister ce qu'il y a dedans. Il faut connaître son manifeste. C'est impossible d'ajouter un élément sans retélécharger la terre entière. Donc j'ai un fichier de plus, il jette tous les fichiers, il les reprend tous avec le fichier de plus. Et c'est pareil pour la mise à jour et la suppression. Au final, l'app cache, c'est la seule techno qui te permet d'afficher une page web sans connexion, mais avec un fonctionnement tout pourri. En fait, faut l'utiliser pour comprendre. C'est vraiment comme le truand dans Le Bon, la Brute et le Truand. C'est le mec, tu sais que tu as besoin de lui à la fin du film pour avoir le magot, tu ne peux pas faire autrement. Du coup, tu le supportes, tu es obligé de te le coltiner. Et puis en plus, tu ne fais pas trop confiance parce que il a sa manière de fonctionner. Et c'est toi qui dois t'adapter, et c'est pas lui qui peut répondre à tes différents besoins. Et la manière dont fonctionne l'app cache est adaptée à quelques cas de figure de hors ligne, mais pas du tout. C'est très limité. Alors Jake Archibald le résume beaucoup mieux que moi dans un article très célèbre. J'éviterai de traduire ce mot anglais. Dans la conclusion, il précise bien qu'il faut limiter l'usage de l'app cache au strict minimum et aller utiliser le local storage ou le IndexDB, la base de données embarquée, pour le reste du stockage. En fait, un très bon exemple, c'est devdocs.io. Il y en a qui connaissent, qui utilisent. Il faut vraiment regarder. C'est donc un site web qui affiche des documentations sur pas mal de langages, frameworks, standards. Et ils utilisent l'app cache pour garder en mémoire la coquille, l'HTML, le CSS, le JS. Et tout ce qui est à gauche, dans l'arborescence des documentations, c'est stocké dans le local storage. Et tout ce qu'il y a à droite, c'est les contenus des pages, c'est dans l'IndexDB. Et du coup, on a un site offline first qui, même quand j'ai Internet ou que j'ai pas Internet, on s'en fout complètement. Il vous sert directement ce qu'il a en mémoire et il n'a pas besoin du réseau pour ça. Et quand vous faites du développement et vous avez absolument besoin de vous souvenir la fonction splice sur un tableau JavaScript, c'est dans quel ordre qu'il faut mettre les paramètres, c'est vachement utile. Vous pouvez même configurer quelle librairie vous voulez vraiment stocker. Alors Confucius a dit, il faut un peu de culture, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Et en fait, c'est un peu ce qui est arrivé avec l'aspect de l'app cache. L'aspect a été rédigé à une époque où on faisait pas mal d'API haut niveau qui résolvaient un problème de manière assez simple, voire simpliste. Alors que depuis quelques années, on essaye de faire des API un peu plus haut niveau. Et du coup, c'est un peu le mode, tiens, je te file une canne à pêche, tu te débrouilles, mais au moins, tu vas pouvoir faire ce que tu veux et demain, tu vas même pouvoir faire d'autres choses. Et c'est dans cette optique-là que les service workers ont été créés. En gros, l'aspect décrit une API bas niveau pour répondre à des problématiques de hors-ligne et de mauvaise connexion et permet également d'ouvrir la porte à des possibilités pour réduire l'écart entre le monde natif, en tout cas sur mobile, et le monde du web. Alors c'est une spec sur laquelle travaillent Mozilla, Google, Samsung et d'autres boîtes. Alors qu'est-ce que c'est un service worker? Tout le monde est prêt? C'est un proxy programmable qui est dans le navigateur
qui intercepte toutes les requêtes entre vos pages et votre serveur, et qui a son propre cache. Donc là, c'est déphasage mental, normalement. Donc je répète, vous prenez vos pages, elles viennent du réseau, vous avez un proxy, il est côté client, et côté client, ça fait toujours flipper. Vous l'avez programmé en JavaScript, je ne sais pas si ça vous fait flipper, moi non, et ça intercepte toutes les requêtes qu'il y a dans le navigateur. Et en plus, il a son propre cache. C'est vous qui codez le comportement, et vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Alors attention, ça ne marche qu'en HTTPS. Bah oui, parce que si vous contrôlez toutes les pages de votre origine, donc je rappelle une origine, hein, c'est bien le scheme, HTTP, HTTPS, FTP, ce que vous voulez, le sous-domaine, le domaine et le port. Vous contrôlez toutes les pages de votre origine et vous allez pouvoir intercepter toutes les requêtes qui vont vers vos propres pages et toutes les requêtes qui vont ailleurs, vers des CDN, vers d'autres origines que vous maîtrisez, mais qui sont quand même sur des sous-domaines différents, des ports différents. Donc si vous pouvez faire ça, forcément, s'il y a un man in the middle qui commence à mettre autre chose dans votre service worker et qui, en gros, intercepte toutes les requêtes et qui peut faire ce qu'il veut, c'est un peu flippant. Donc HTTPS uniquement. Sortez vos portefeuilles, il va falloir acheter des certifs. Et des certifs qui marchent. Qui a un certif en recette qui n'est pas valide ? Alors, comment ça marche ? D'abord, dans un script qui est dans votre page, vous allez vérifier que le navigateur supporte les service workers. Et ensuite, vous allez appeler l'API register sur l'objet service worker et vous lui dites ce script-là, c'est mon service worker. Le navigateur va l'exécuter dans un thread qui est indépendant de votre page et qui est commun à toutes les pages de votre origine. Vous n'en avez qu'un pour tous les onglets ouverts, etc. Et ça retourne une promise. Donc, si tout se passe bien avec un zen en French, zen, vous récupérez la registration et vous allez pouvoir voir si tout s'est bien passé. Et avec un catch, vous allez pouvoir attraper les erreurs. Alors, les promises JavaScript, est-ce que tout le monde est familier avec ça à peu près ? Alors, clairement, il faut s'y mettre. Ça fait partie de JavaScript. C'est maintenant un standard. C'est disponible dans la plupart des navigateurs modernes. Ça arrive même côté Node.js. Tout ça sans librairie avec la même API partout. Alors, côté Service Worker, donc c'est bien un thread qui est indépendant de votre page. Donc, c'est à côté. Il n'a pas du tout accès au DOM. Donc, l'objet global, ce n'est pas du tout la window. Et l'objet global, c'est self. D'ailleurs, on va pouvoir ajouter un écouteur d'événements et on va pouvoir écouter tous les fetch. Donc c'est exactement avec ça qu'on voit passer toutes les requêtes qui sont faites par la page. Donc quand je dis requête, alors on pense tout de suite aux requêtes Ajax, mais en fait c'est toutes les requêtes. Donc déjà la page HTML que vous chargez, il l'intercepte. Les CSS qu'il y a dans le head, les scripts qu'il y a dans le body, les images, tout ce que vous voulez. C'est une très bonne question. Je te propose d'y répondre à la fin parce que je ne suis pas du tout sûr de la réponse. Et surtout, je vais pouvoir, en fait, une fois que j'ai des requêtes, utiliser l'objet événement et répondre ce que je veux à la place. Mais vraiment ce que je veux. Donc là, si je fais ça, mon site ne sert pas à grand-chose. Et ce n'est pas forcément très utile tous les jours de créer ses propres requêtes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller retourner une réponse qui vient d'un cache. Donc pour ça, il y a une nouvelle API de stockage qui s'appelle le cache. C'est original. Ça fait partie de la spec des service workers, c'est plus bas dans la spec. En fait, c'est en gros une map qui fait correspondre des requêtes et des réponses. Si vous connaissez un peu les futures maps en JavaScript, c'est vraiment pareil, avec des helpers en plus pour aller chercher dedans. C'est très différent Enfin, ça n'a rien à voir en tout cas avec le cache HTTP que vous avez dans votre navigateur, c'est un stockage à part. Par contre, le matching entre les requêtes et les réponses se fait à peu près de la même manière au niveau des headers, etc. Quand vous avez mis accept HTTP, etc. Donc du coup, quand j'intercepte une requête, si j'ai une réponse qui correspond dans mon cache, dans un de mes caches, parce qu'on peut en avoir plusieurs, je peux répondre avec caches.match. Je n'ai pas besoin du réseau. Je n'ai pas besoin de demander au serveur.
Et ce qui est vraiment pratique par rapport à l'app cache, c'est que c'est complètement programmatique. Je ne suis pas borné dans un manifeste déclaratif. Je peux mettre des conditions et je peux dire en fait à mon service worker, quand tu as une requête, si elle va vers l'API, tu vas essayer de contacter le serveur. Et pour le reste, tu vas essayer d'aller voir si c'est OK dans le cache. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors comment je vais pouvoir appeler le serveur? Je vais utiliser une XHR, une XML HTTP request, la base de l'Ajax. OK, non, en fait, il ne faut pas utiliser ça. Déjà parce que le nom, il est tout pourri, des majuscules, des minuscules, c'est n'importe quoi. Ça fait 1000 ans qu'on utilise du JSON et pas du XML, et en plus, on peut l'utiliser avec autre chose qu'HTTP. Bon, après, il y a une vraie raison aussi. La vraie raison, c'est que si vous avez une URL et une XHR, vous pouvez faire des requêtes qui sont bloquantes, qui sont synchrones, et on l'utilise très peu, hein, mais c'est interdit de faire des appels bloquants dans un service worker. Du coup, on ne peut pas utiliser le local storage non plus. En plus, l'API n'est pas top, parce que c'est un peu vieilli quand même. On précise le response type, on rajoute vous utilisez jQuery ou autre, vous n'avez plus l'habitude, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'écrit. Un callback quand ça va bien, un callback quand ça ne va pas, et enfin, on peut envoyer la requête. Donc du coup, on a une nouvelle spec. Une nouvelle spec qui s'appelle l'API Fetch, qui est disponible à la fois dans votre page, côté Windows, et dans les services workers, qui est définie à part. C'est bien une spec qui est ailleurs, qui est éditée par un gars de Mozilla, mais sur laquelle pas mal de gens contribuent. Et c'est aussi dans cette spec qu'on retrouve les interfaces pour les objets request et response qu'on utilise dans le cache et dans les services workers. Alors si je reprends mon exemple de tout à l'heure, quand j'ai une URL, il suffit juste de faire fetch URL. Ça marche avec des chaînes de caractères, ça marche avec des objets request qui contiennent des headers et autres. Et ça retourne encore une promise. Promesse, bref. Du coup, si ça se passe bien, je récupère l'objet réponse avec le zen. En appelant .json, je peux récupérer encore une promise qui va me retourner la donnée en JSON. Et encore une fois, s'il y a un souci, j'utilise mon catch. On peut utiliser aussi, par défaut, il fait un get, mais on peut rajouter un objet de paramètre qui permet de faire du post, tout ce que vous voulez, de changer les headers, etc. Alors maintenant que j'ai mon API fetch, quand je fais un respond with, vu que ça retourne une promesse, bref, je vais pouvoir l'utiliser pour soit répondre du serveur, soit répondre du cache. Alors depuis tout à l'heure, j'intercepte des requêtes depuis le service worker, et on est capable d'y répondre avec le cache sans appeler le serveur. Du coup, ça veut dire qu'on exécute du code dans le service worker sans appeler le serveur. Donc le script du service worker, par défaut, il est caché. Donc ça ressemble un peu au manifeste de l'app cache, comment on fait pour faire des mises à jour. En fait, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le cycle de vie d'un service worker. Déjà, on ne peut pas intercepter les requêtes au premier chargement. La première fois qu'on charge une page qui contient un register vers un service worker, donc ça c'est dans la page, côté service worker, on va recevoir un événement qui s'appelle install. Et en fait, là, c'est le navigateur qui nous dit « J'essaye d'installer ton service worker. Si tu as envie de faire des trucs maintenant, vas-y. » Et en plus, on est même capable, on va par exemple nommer un cache, lister des URL qu'on veut stocker dans ce cache, et on va pouvoir dire avec event.waitUntil, attends l'installation, attends que j'ai fait des trucs, je vais te donner une promise, et une fois qu'elle se résout, tu vas pouvoir considérer que le service worker est installé. Du coup, on va utiliser caches.open pour utiliser le cache qu'on a nommé, et une fois qu'on l'a récupéré, c'est encore une promise, on va pouvoir ajouter toutes les URL dedans. Donc là, c'est typiquement un des helpers dont je vous parlais. Vous lui donnez une liste d'URL, il va faire toutes les requêtes, il va récupérer les réponses, et il va les ajouter dans la map en faisant correspondre les requêtes et les réponses. Cette partie-là, on est bien d'accord, ça retourne une promise. Donc s'il y a un des appels qui foire, toute la promise échoue et votre installation échoue. Une fois que c'est installé, il vous envoie un deuxième événement qui est le activate. Alors au premier chargement, ça nous intéresse très peu. Mais ça devient un peu utile quand on fait une mise à jour quelle qu'elle soit.
En fait, c'est un peu comme l'app cache là-dessus, donc il vérifie votre service worker à chaque navigation, il va vérifier si le fichier JS a changé, et il récupère le script et il essaye de l'installer. Donc ce qu'on a vu juste avant, il vous envoie un event install. C'est là qu'il faut faire des ajouts dans le cache. Si l'installation se passe bien, en fait, au premier chargement, il active tout de suite, mais au chargement suivant, il va vérifier si vous n'avez pas des pages qui sont déjà ouvertes, des onglets, ce que vous voulez, sur votre origine. Si vous avez déjà des pages, il va attendre. Il faut vraiment fermer toutes les pages de l'ancienne version pour venir activer le nouveau service worker. Donc une fois que tout est fermé, il vous envoie le activate, et c'est là que ça devient super utile, parce que dans l'install, vous avez caché des fichiers pour la nouvelle version, et vous avez laissé l'ancienne version pour les gens qui sont en train de la consulter. Je dis les gens, mais il n'y a qu'un seul mec derrière le PC. Et dans l'activate, vous allez pouvoir faire du ménage sur l'ancienne version. Ne commencez pas à polluer le file system ou la carte mémoire des gens, ils vont vous gueuler dessus. Une fois que le activate, qui marche aussi avec des promises, etc., fonctionne correctement, on a le service worker qui va pouvoir prendre le contrôle des nouvelles pages qui sont ouvertes. Alors comme je le disais tout à l'heure, contrairement à l'app cache, qui a un événement, il vous dit update ready quand il y a une nouveauté, ici c'est un peu le mode canne à pêche, donc il faut faire ça soi-même. Du coup, pour l'instant, si vous êtes sur une page qui est contrôlée par un ancien service worker, si vous voulez être informé qu'il y a une nouvelle version, il faut discuter entre la page et le service worker. Et ça, c'est possible avec des messages. En fait, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus puissant que juste avoir des nouveautés comme dans les service workers. Si vous prenez dans votre page web, en fait, dans le register, avec l'objet registration, qui s'est renommé magiquement en reg, vous prenez le service worker actif et en faisant post message, vous lui envoyez l'objet que vous voulez. Et donc là, c'est vraiment vous qui codez et vous discutez avec votre service worker. Et vous lui dites par exemple, bah, mon utilisateur, il a cliqué sur le bouton refresh et il veut absolument forcer une mise à jour qui vient du serveur. Donc vous, côté service worker, vous allez écouter tous les événements messages et sur event.data, vous allez retrouver le même objet. Donc là, par exemple, si j'ai un force update, je vais aller mettre à jour le cache qui va bien en appelant le serveur. Alors vous pouvez aussi faire pas mal d'autres trucs. Moi, un exemple que j'aime bien, c'est que si vous vous déconnectez et que vous avez plusieurs onglets d'ouvert, vous allez pouvoir, depuis votre page, dire au service worker « je me suis déconnecté » et votre service worker va dire à toutes les pages qui sont ouvertes « John, il s'est déconnecté, t'enlèves son avatar et potentiellement tu le rediriges sur la page de login ». Du coup, si je récupère le disconnect, avec clients.getAll, qui est un objet disponible sur Self, vous allez pouvoir récupérer tous les onglets qui sont ouverts, et sur chaque onglet itérer, et aller envoyer des messages. Alors dans la page, on écoute les messages de cette manière-là, et dès qu'on en reçoit un, suivant ce qu'il fait, on peut agir en fonction. Alors comment on va débugger tout ce bazar? Parce que c'est un peu... Alors sur Firefox, ça va être tout noir. Pour l'instant, on code à l'aveugle, mais ça arrive bientôt, il faut être un peu patient. Par contre, côté Chrome, on a une page assez rudimentaire qui liste les service workers, et on va pouvoir revoir en fait le cycle de vie que j'ai développé par exemple pour le programme Devox. En fait, j'ai fait une petite démo qui va nous permettre de fonctionner en mode hors ligne. Donc si je charge ma démo, c'est disponible sur nextspeaker.io, en HTTPS bien sûr. Le premier chargement se fait depuis le réseau. Donc si vous regardez dans la console network à droite, on voit bien les requêtes qui sont faites de manière classique. D'ailleurs, là j'ai de la chance, ça charge assez vite. Pendant ce temps-là, mon service worker s'installe. Vous voyez sur le côté, la page des DevTools s'est rafraîchie et j'ai un service worker qui est en installation status installing. Donc en fait, moi là, je lui ai dit de stocker plein de trucs dans le cache. Et pendant qu'il s'installe, une fois qu'il a terminé, il va s'activer. Donc la première fois, vous vous souvenez, il s'active tout de suite parce que j'ai rien codé dans le activate. Par contre, mon service worker n'a pas encore le contrôle de la page.
C'est pas parce que je suis activé que je contrôle les pages. Si je navigue dans mon appli et que je clique sur Devoxx France, que je vais voir ce qui se passe le mercredi, les requêtes sont toujours faites depuis le serveur comme un site web Jurassic Park classique. Et par contre, si je fais un refresh, là, les pages web ont bien été servies depuis mon service worker. Et donc, dans la colonne size, j'ai une information qui est complètement changée. À tout moment, le navigateur, c'est hyper important, peut décider de tuer votre service worker. Donc, essayez pas de faire les malins à calculer le génome humain ou ce que vous voulez. Vous avez un thread, mais en gros, dès que vous faites rien avec, il va tuer le thread pour la batterie, pour plein de choses. Et si vous commencez à essayer de faire des boucles infinies ou autres, à mon avis, il vous boxera en plein vol. Par contre, si vous êtes en train de faire des choses assez normales, intercepter une requête, etc., du code qui est assez rapide, tout se passera bien. Si vous avez besoin de retenir des trucs un peu plus haut niveau, par exemple en récupérant l'API du calendrier Devoxx, moi je retravaille un peu l'objet, le tableau des confs qu'il me donne pour les catégoriser par horaire, par type, etc. Là, ça devient intéressant de ne pas forcément tout le temps faire cette manipulation que je fais pour l'instant dans la page et d'aller stocker la version qui est bien modelée comme je veux dans l'IndexDB. Donc l'IndexDB, base de données asynchrone, complètement disponible côté service worker et côté page. Si je navigue voir les talks qui sont dispo à 15h10, ma page fait bien une requête sur mon navigateur, et s'il était éteint, il va venir se réveiller. Si vous regardez le status, il s'est bien réveillé, et on va recevoir un événement fetch et pouvoir répondre du cache ou ce qu'on veut. Alors le debug va bien plus loin, on peut mettre des points d'arrêt directement dans le service worker, on peut lister ce qu'il y a dans le cache, et la liste du cache est assez rudimentaire, on ne peut pas voir les contenus, on peut juste voir les URL qui sont chargés. Alors c'est bien joli tout ça, ça c'est du bon technique, du bon code, etc. Mais les service workers, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour vous? Moi j'ai la conviction que n'importe quel site, n'importe quelle page, n'importe quelle application qui a une base d'utilisateurs réguliers doit s'intéresser au service worker. Et pas que, si votre serveur il tombe, s'il envoie une 500, peut-être que votre service worker peut prendre le relais pendant 10 minutes où vous êtes en train de rollbacker la BDD ou faire une indispo. L'exemple assez drôle, c'est qu'hier, j'allais sur un blog dont je vais vous parler après sur les service workers. Le site n'utilise pas les service workers, le site envoyait une erreur 500, et là j'ai pris un screenshot, je me suis dit c'est quand même assez ironique, quoi. Donc l'exemple classique, c'est tout ce qui est single page application. C'est le cas par exemple de nextspeaker.io, c'est une page web codée assez rapidement avec AngularJS. Au premier chargement, je stocke toute la coquille HTML, CSS, JS, et ainsi que l'essentiel des appels à l'API. Donc je retélécharge un peu la terre entière, mais je le fais une fois pour avoir accès aux 3 journées et aux détails d'un talk. Pour les avatars, ce qui est intéressant, alors j'ai pas terminé de le coder, mais ils sont stockés sur plein de CDN différents. Ça vient de Gravatar, de Google+, et de pas mal d'autres endroits. Et du coup, avec l'App Cache, ça aurait été très compliqué au fur et à mesure, en lisant l'API, en sachant que John, son avatar, il est là, et Peter, il est là, ça aurait été très compliqué de les rajouter dans l'App Cache. J'aurais pu les mettre dans l'IndexDB, on peut stocker du binaire. Par contre, une fois que c'est stocké dans l'IndexDB, il faut faire pas mal de code pour aller créer des images avec un SRC qui est en fait une URL blob, c'est vraiment l'horreur. Alors que là, je peux dynamiquement stocker mes images, et depuis ma page, je mets juste des images SRC, ça ne vient pas de mon site, mais comme c'est fait depuis ma page, je peux servir ce que je veux. En l'occurrence, je sers bien les images des gens, sinon je ne serais pas très content. Mais si vous retravaillez oui, vous pouvez aussi faire du server-side rendering. Sur toutes les pages de bons vieux sites web qui n'utilisent pas forcément trop de JS, ça marche aussi. Imaginez, vous prenez Wikipédia, on pourrait très bien penser que je navigue sur la page de Jurassic Park, sur la page des Beatles, sur la page XY.
il les cache, il en cache une dizaine par exemple. Donc dès que j'en mets une nouvelle, il enlève la plus vieille. Et en fait, s'il n'est pas capable de m'afficher de l'information parce que j'ai pas de connexion ou parce que ça met 10 secondes, bah, il peut très bien lister ce qu'il y a dans le cache et me dire bah, j'ai ces 10 pages-là, si tu n'as rien à faire, tu peux les consulter. Ça se trouve, c'était ça que tu voulais. Mais pour le reste, pour l'instant, je ne peux rien faire parce que j'ai pas de raison. On peut faire ça parce qu'on peut générer ce qu'on veut côté service worker. Et vraiment, ce côté service worker side rendering, ça n'existe pas vraiment encore, mais ça ouvre des possibilités vraiment intéressantes. Je pense que ça va nous permettre de faire des trucs très bien pour nos utilisateurs et des trucs, des idées vraiment pourries. Mais on est vraiment dans la phase où il faut expérimenter et tester les pires idées pour voir ce qui est intéressant. S'il y en a qui étaient là à mon quickie hier sur CSS, ce que j'ai fait, c'est une page web. Dans la partie gauche, j'ai un éditeur de texte CodeMirror. Et dès qu'on tape des lettres, ça envoie au service worker le contenu de cette page web. Et ça dit à l'iframe qui est sur le côté de se rafraîchir. Et du coup, c'est comme si j'avais eu un serveur. J'ai vraiment fait une requête vers une vraie page web. Je ne suis pas en train de construire une fausse page web dans une iframe avec de l'HTML en chaîne de caractères. Par contre, je n'ai pas besoin du réseau. Et croyez-moi que pour faire un quickie à Devoxx, il vaut mieux pas trop dépendre sur le réseau. Du coup, le plus compliqué pour ces différents cas, ça va être de choisir la bonne recette. Et là, c'est le fameux site dont je vous parlais qui marchait pas très bien hier, qui est vraiment une grosse référence. D'ailleurs, Jack Archibald est une référence sur le sujet des service workers. Et dans cet article, vous retrouvez tous les bons exemples. Est-ce que je dois aller sur le serveur avant, sur le cache d'abord? Est-ce que je dois... Il y a un truc pas mal, c'est de faire la course entre le service entre le cache et le serveur. Qui a un bon vieil antivirus sur son poste de développement et n'a pas de SSD. Il y a vraiment des cas où le réseau peut être plus rapide que le disque dur. Et puis, vous avez aussi des idées intéressantes du genre, je me laisse 2 secondes, et si le serveur ne répond pas, je réponds ce que j'ai dans le cache, et une fois qu'il a mis 7 secondes à charger, je vais informer l'utilisateur si jamais il y a une différence. Ça va vraiment dépendre de vos règles métiers, et il va falloir s'adapter. Alors, la question fatidique approche, messieurs, dames. Où est-ce que ça marche? Qui supporte ces trucs-là? En gros, on a Q et Schmiz, là, Chrome et Opera qui sont à peu près codés de la même manière maintenant, qui supportent une partie, pas 100% de la spec, dans leur version stable. Donc Chrome, si je ne dis pas de bêtises, c'est 41, Opera 27. En gros, ils supportent les interceptions de requêtes, le cache. D'ailleurs, sur l'API de cache, il faut mettre un petit script parce qu'il y a des méthodes qui ne marchent pas encore. Côté Firefox, je vous ai dit qu'il participait beaucoup à la spec et ça fait depuis un an et demi. C'est disponible en nightly, ça y est, parce qu'à la base c'était sur une branche qui n'avait rien à voir, bref. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent, par contre il va falloir attendre encore 1 ou 2 versions pour que ce soit disponible en version stable. IE, pardon, donc IE ou le futur IE. En tout cas, Microsoft nous dit publiquement, et c'est vraiment intéressant, ça m'intéresse. Vous allez sur status.modern.ie, vous avez toutes les specs, JS, que vous voulez, et il vient vous dire si c'est dispo dans IE 10, 11, ou si c'est juste under consideration. Apple, zéro news. Comme d'habitude, c'est pas flippant, en fait, tant qu'ils ne shippent pas un nouveau navigateur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas, ça ne veut pas dire que ça les intéresse. Étant donné qu'il y a pas mal de choses dans la spec des service workers, Jack Archibald, encore une fois, a fait un site qui liste les fonctionnalités, donc intercepter les fetch, envoyer des messages aux service workers, etc. Et pour chaque fonctionnalité, il essaye de mettre à jour régulièrement, avec des pull requests, dans quelle version de quel navigateur c'est supporté. Alors, il n'y a pas de polyfill. J'espère que ça ne vous choque pas. Si on pouvait intercepter toutes les requêtes de l'origine avec les outils qu'on a maintenant, ce serait hyper flippant. Par contre, il y a des librairies et des helpers qui arrivent pour essayer de passer du côté très bas niveau des service workers à quelque chose d'un peu plus digeste, d'un peu plus haut niveau. Google a mis en ligne SW Precache, qui est un outil qui s'utilise avec Grunt ou Gulp, qui vient voir un peu tous vos fichiers et vous générer un service worker qui va faire un comportement défini, de stocker plein d'URL, etc. C'est une première base intéressante et c'est ce qu'ils utilisent sur le site de Google I.O.
de cette année. Alors, il y a aussi Shed qui est intéressant. Shed, il fournit sous forme de méthode la plupart des recettes que vous pourrez retrouver dans le cookbook en disant, alors, cette requête, je veux répondre avec d'abord le cache, en même temps, je vais aller demander au serveur, et quand ça revient, je veux proposer une mise à jour. Et vous faites ça juste avec une méthode qui va faire tout ça très bien. Il y a pas mal de choses comme ça, et c'est vraiment une librairie qui est intéressante. Alors, c'est supporté sur Chrome et pas grand-chose d'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez déjà vu un mec sur un escalator où quand ça s'arrête, il fait putain, qu'est-ce qu'on fait on appelle un gars et tout. Personne. Les gens, un escalator qui marche pas, c'est une image très connue, c'est un escalier, quoi. Donc en fait, tous vos sites, non mais c'est vrai, vos sites d'avant, ça reste des sites Jurassic Park. Quand il n'y a pas Internet, ils vous affichent le dinosaure ou autre, et c'est pas grave, c'est comme avant. Et en mettant bien le est-ce que je supporte les service workers, je vais faire tel bout de code, vous venez de donner un peu plus de fonctionnalité et une meilleure expérience utilisateur à vos visiteurs. Alors, je voudrais terminer avec l'éternel débat natif versus web. En termes de simplicité d'accès, pour moi, le web a déjà gagné. Quand on me partage un lien sur Twitter et que j'ouvre le monde.fr ou je ne sais quoi, et qui me dit « Voulez-vous télécharger l'appli native ?» Non, dégage, je veux juste lire l'article. Ça m'énerve. Et vraiment, si je veux avoir nextspeaker.io qui fonctionne un peu comme une appli native, mais avec les avantages du web, c'est actuellement possible. En fait, c'est Apple qui a ouvert le bal avec une balise méta à mettre dans son fichier HTML, une balise bien spécifique avec Apple-quelque chose, qui fait que si vous appuyez sur ce bouton, vous allez pouvoir ajouter une icône à l'écran d'accueil. Et suivant, si vous avez mis une autre balise méta, vous allez pouvoir préciser que ça doit s'ouvrir sans UI de navigateur, sans barre d'adresse, etc. Alors Chrome a suivi avec une balise un peu moins spécifique. Ils n'ont pas mis Chrome dedans, mais au final, c'était toujours pas standardisé. Par contre, le problème, c'est que pour ajouter à l'écran d'accueil, et par exemple sur Chrome, il faut appuyer sur un menu sur lequel personne ne clique, et tout en bas du menu, sur un bouton que personne ne voit. Donc ça, c'est un gros problème. Et sur Firefox, c'est encore pire. Le bouton est dans un deuxième niveau de menu. Et Firefox, en plus, ne permettra pas d'avoir un affichage sans la barre d'adresse, etc. Par contre, avec Chrome, une fois que j'ai rajouté un raccourci sur mon écran d'accueil, je vais pouvoir offrir cette expérience qui est un peu plus proche du natif. On n'a pas l'impression d'être dans un navigateur. Et en fait, si j'ai mis des service workers et qu'il y a une connexion Chrenios ou pas de connexion, on va éviter ce à quoi tout le monde s'attend avec une page web, c'est la page blanche, quoi. Et donc pour faire ce genre de choses, on utilisait des balises un peu spécifiques. Et on a une énième spec, ce sera la dernière ou presque d'aujourd'hui, c'est le Manifest for Web Application. En fait, c'est une spec qui décrit un format JSON dans lequel on va pouvoir décrire pas mal de choses. Vous allez dire quel est le nom de votre application. Parce qu'actuellement, sans cette spec, si vous ajoutez à l'écran d'accueil, il prend le title de la page, qui contient en général beaucoup plus de choses. Vous allez pouvoir lister la série d'icônes dans les 1000 définitions d'écran de tous les OS. C'est d'ailleurs, le jour où ils passeront SVG, on sera bien content. Et vous pouvez aussi préciser une URL de départ. Idem, quand vous ajoutez à l'écran d'accueil sans les manifestes, il va prendre l'URL là où vous étiez. Vous étiez peut-être sur la description du talk de Brian Goetz ou je ne sais quoi, alors que là, vous allez pouvoir préciser, quand on appuie sur l'écran d'accueil, il faut revenir à la page d'origine. La dernière option qui est intéressante, c'est de pouvoir donc préciser qu'on ne veut pas la UI du navigateur et qu'on veut, on veut bloquer l'orientation portrait, par exemple. Chrome a proposé aussi une couleur, ils sont les seuls à la supporter, mais ça fait partie de la spec, où là je peux dire que ma UI doit être un peu verte, alors que sinon elle serait grise. Le problème, c'est que personne clique sur ce bouton. Franchement, qui ajoute des sites à l'écran d'accueil, à part moi et les fans du web? Merci. Ce qui est vraiment génial, c'est que il va falloir éduquer les utilisateurs. Il va falloir les pousser à recomprendre qu'il n'y a pas que l'App Store dans la vie, il y a des pages web aussi.
Et Chrome a proposé une idée que je trouve intéressante, qui fait que si vous avez un service worker sur votre page et que vous avez un manifest.json, ils se disent, tiens, ça a l'air de ressembler à un truc qui pourrait faire un peu comme une application native. Parce que vous allez avoir du hors-ligne et que vous avez demandé à ne pas avoir de barre d'adresse, etc. Du coup, et c'est une règle propre à Chrome, mais c'est pas grave, eux, ils ont décidé, si vous avez ces deux trucs-là, et que le mec navigue 2 jours différents sur votre site, donc ça veut dire qu'il aime bien votre site, en tout cas un petit peu, il va vous proposer une petite pop-up en bas du téléphone pour vous dire « Hey, tu veux m'ajouter à l'écran d'accueil ?» Et ça, c'est vachement cool. C'est avec ce genre d'idées, il va y en avoir d'autres, Firefox va en proposer, Opera aussi. Chacun va y aller à sa sauce sur les heuristiques qui vont calculer si on va proposer ça ou pas à la personne. Et à mon avis, c'est vraiment grâce à ça qu'on va petit à petit démocratiser un peu plus ce côté. Une page web, ça peut aussi être cool ça peut être aussi cool qu'une application native. Alors la suite, c'est quoi ? En fait, avec les service workers, on a posé une base technique qui ouvre la porte à plein de possibilités pour approcher le monde du web et le monde du natif. Du coup, vu que c'est un thread indépendant, on va pouvoir réveiller ce service worker en recevant des notifications, en recevant des messages push, et on va pouvoir déclencher des notifications, tout comme le font les applications natives. Cette spec est implémentée en test sur Chrome Beta 42, sur vos Android et pas sur vos iOS malheureusement, et ça fonctionne. Vous envoyez un message avec Google Cloud Messaging, le navigateur réveille votre service worker, vous faites du code, vous pouvez afficher une notif en haut de l'écran et rediriger vers votre page web par exemple. Ça ouvre la porte à la synchronisation en arrière-plan. Je veux, tous les mardis à minuit ou mercredi vers 5 heures, télécharger les nouveaux horaires de ciné parce que Hubert, il aimerait bien les voir. Alors forcément, vu que c'est le navigateur qui a la main, si vous commencez à faire les malins, à vous synchroniser toutes les secondes, il va finir par dire « Non mais c'est mort, la batterie, elle en a marre de tes conneries. » quoi. Un des derniers trucs, c'est les alarmes. Donc ça ressemble un peu, c'est de pouvoir réveiller le service worker à 12h13 pour aller au boulot, pour te dire bientôt il y a le super talk à telle heure. Donc j'espère vraiment que dans 6 mois, 1 an, la démo que j'ai commencée, elle sera vraiment au même niveau qu'une application native. Et le dernier truc, qui là est même pas, parce que les 3 premiers, il y a vraiment des brouillons de specs qui sont en cours. Le tout dernier, c'est un gist sur GitHub, mais l'idée, c'est bien d'ouvrir la porte vers le geofencing et réveiller le service worker si on arrive dans une zone géographique donnée. Alors les service workers, c'est clairement la révolution du web. C'est un changement d'époque technique, je pense vraiment. Probablement aussi important que l'arrivée de l'Ajax dans les navigateurs, où on a vraiment commencé à penser différemment nos applis. Ça va impacter la manière de travailler de nos développeurs, les geeks, et aussi ça va développer des nouveaux usages avec le web pour nos utilisateurs. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'espère avoir attisé votre curiosité en vous donnant des idées et en vous donnant envie d'éviter l'effet Jurassic Park sur votre site. Je vous remercie beaucoup. Il y a 5 comptes Twitter à suivre sur tout ce qui est Promise, Service Worker, Cache. Il me reste 3 minutes si vous avez des questions. Yes. Alors pour l'instant, c'est un peu nos limites. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des limites sur l'espace disque de l'API de cache? Il y a quelqu'un qui a fait une expérimentation sur un site d'affichage d'images. Il a mis 800 megs d'images dans le service worker. Moi, j'ai essayé récemment de mettre des MP3 libres, de droit bien sûr, qui étaient très gros. Et dès qu'on est sur de la vidéo ou de l'audio, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais Chrome va commencer à proposer ce qu'ils font déjà avec d'autres API, où dès que tu commences à dépasser tant de mégas, il va y avoir une pop-up pour dire est-ce que tu veux autoriser le truc à stocker plus de données. Et les autres navigateurs vont suivre.
Pour le réseau, ils précisent en interne qu'ils se donnent le droit d'intervenir si tu commences à faire trop le malin avec le réseau. J'ai pas beaucoup plus de détails là-dessus. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire je pourrais pas te répondre. Sur ton Chrome 41 ou 40 sur ton téléphone, tu peux naviguer sur nextspeaker.io. Ouais, moi, si tu navigues dessus, je vais mettre l'ensemble des talks sur la page. Et de la même manière que tu peux supprimer les cookies, tu peux aller dans les options pour supprimer ce qu'il y a dans le cache. Une autre question, au fond? Le cache est sécurisé. À ma connaissance, non. C'est comme le local storage et l'IndexDB. C'est dans les fichiers de ton profil Chrome ou de ton profil Firefox. Si tu es déjà allé voir, en fait, l'IndexDB, par exemple, c'est une base SQLite. Donc, à ma connaissance, non. Si tu veux commencer à mettre de la sécurisation, va falloir refaire des choses à la main comme on le fait déjà avec l'IndexDB. Yes? Pour l'app cache, c'est-à-dire par rapport au rechargement, etc. Ouais, c'est hyper relou. Avec les service workers, c'est presque aussi relou, parce qu'en plus, il faut fermer ta page. F5, ça suffit pas. Donc il y a des petites gymnastiques. Soit tu fais CTRL-W, tu fermes ta page, CTRL-SHIFT-T, elle se réouvre. Première gymnastique. Soit tu fais Shift F5 pour recharger sans cache. Enfin, en fait, il faut faire F5, Shift F5, F5. Ça, c'est chiant aussi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'utiliser les workspaces des DevTools de Chrome. Et donc là, tu viens éditer ton service worker directement dans les DevTools. Ça écrit les changements sur le file system. Ça marche bien pour tout ce qui est message et fetch. Donc du coup, tu peux changer tes conditions d'appel au réseau ou au cache. Par contre, dans la phase d'install et d'activate, il faut tout supprimer et recommencer. Tout ce qui va vers des origines que tu contrôles, tu peux voir le contenu de la même manière que tu pourrais faire une requête Ajax là-dessus. Pour tout ce qui est CORS, si le cross-origin resource sharing, donc pour faire de l'Ajax sur une autre origine que la tienne, s'il est configuré, tu vas aussi pouvoir voir ce qui passe dans le réseau. Par contre, si tu caches une image qui est sur un CDN que tu ne maîtrises pas, elle est dans ton cache. Tu vas pouvoir la donner à ta page, mais tu ne vas pas pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, toi, en tant que si tu fais Shift F5 ou recharger sans le cache, tu vas avoir la vraie version du serveur et le service worker va être chanté. Je ne sais pas si ça répond. Hein. Ouais. D'autres questions? Je crois qu'on n'a plus de temps, mais comme on avait un peu d'avance. Cool. Merci beaucoup.